Bonjour à tous. Ah, ce fameux Bitcoin. Vous en avez tous entendu parler, et peut-être même que certains d'entre vous connaissent déjà bien le sujet, mais j'ai pu constater, y compris autour de moi, que la plupart des gens encore aujourd'hui ne comprennent pas très bien ce phénomène, et l'implication que ça pourrait avoir pour tous les pays. En 2011, 2 ans après son lancement, un Bitcoin se vendait à 1 $. Au moment où je fais cette vidéo, le prix du Bitcoin a dépassé les 100 000 $. 100 000 $ pour un seul Bitcoin. Si vous avez suivi les élections américaines, vous avez vu que Donald Trump a clairement annoncé que les États-Unis allaient créer une réserve stratégique de Bitcoin, et on va en reparler un peu plus loin. En 2020, la Russie avait complètement interdit les paiements en Bitcoin, mais elle a changé d'avis récemment. Le Parlement russe vient d'adopter une nouvelle loi pour finalement l'autoriser. Le Japon est en train de réfléchir à créer une réserve stratégique de Bitcoin, et certains hommes politiques japonais sont à fond sur cette ligne, comme le très influent membre de la Chambre des conseillers Satoshi Hamada. En 2017, le Maroc avait aussi interdit les crypto-monnaies, mais là encore, les choses sont en train de changer, puisque le directeur de Banque Al-Maghrib a annoncé officiellement que le pays était en train de préparer une nouvelle loi pour les autoriser. D'après certaines sources, les Émirats n'ont même pas attendu et sont déjà en train de constituer discrètement une réserve de Bitcoin. Alors pourquoi discrètement? Vous allez comprendre un peu plus loin. Et donc, on peut se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gouvernements font ça? Et surtout, quel impact ça risque d'avoir? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cette vidéo. Un des paradoxes de ce qui se passe actuellement, et ça paraît vraiment bizarre quand on y pense, c'est que à la base, Bitcoin a été créé en réaction contre les gouvernements, contre les banques et le système financier mondial. Les gens qui sont à l'origine de Bitcoin, et notamment son fondateur, Satoshi Nakamoto, d'ailleurs on sait toujours pas qui c'est, on connaît pas sa vraie identité, mais ces gens-là pensent que les gouvernements ou les banques n'ont pas à contrôler la vie privée des gens et l'utilisation qu'ils font de leur argent. Ce sont des gens qui sont très attachés à la liberté individuelle. Et ça va évidemment à l'encontre des banques et du système financier qu'on connaît aujourd'hui, puisque actuellement, les gouvernements ont clairement un contrôle sur votre argent. Quand vous gagnez votre salaire et que vous le mettez à la banque vous dit officiellement, vous inquiétez pas, on le garde pour vous, mais ça reste votre argent. Alors oui, ça reste votre argent, mais sous certaines conditions. Tant que vous n'avez pas de problèmes judiciaires ou fiscaux, tant que vous ne faites pas d'opérations inhabituelles ou bizarres, et tant que la banque aussi de son côté n'a pas de problème. Si la banque fait faillite, ce sera probablement plus votre argent. De même, si vous faites certains retraits ou certains virements inhabituels, la banque peut les bloquer et vous demander de vous justifier à tout moment. Ça arrive à beaucoup de gens. Pourtant, c'est votre argent. C'est vous qui l'avez gagné. Vous devriez pouvoir faire ce que vous voulez avec, sans devoir vous justifier. Eh ben non, pas dans le système actuel. Il y a quand même des règles et des limites qui sont fixées par les banques et les gouvernements, et ça c'est quelque chose qui est profondément insupportable pour beaucoup de gens, et notamment ceux qui ont créé et développé le Bitcoin. Pour ces gens-là, chacun doit être libre et responsable de son propre argent, et aucune autorité centrale comme une banque ou un gouvernement ne doit pouvoir contrôler votre argent. C'est clairement la philosophie profonde qui a motivé la création de Bitcoin, et c'est pour ça que des groupes d'informaticiens se sont battus à l'origine pour développer ce système. Maintenant, ça c'est facile à dire, mais pour le faire, c'est autre chose. Et c'est là justement que ce mystérieux Satoshi a créé un concept qui est vraiment astucieux. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Bitcoin? Ce truc vraiment bizarre. Mais qu'est-ce donc cette diablerie? Pour bien comprendre, on va simplement comparer le fonctionnement général de Bitcoin à celui d'une banque. Quand vous ouvrez un compte bancaire, vous avez un numéro de compte, c'est votre RIB. Et ce RIB, vous allez le donner ensuite à d'autres personnes et ils peuvent vous envoyer de l'argent sur votre compte grâce à ce numéro. Avec Bitcoin, c'est le même principe. Vous pouvez avoir un numéro de compte, mais on n'appelle pas ça un RIB, on appelle ça une adresse Bitcoin, ça ressemble à ça, et vous pouvez donner ça à n'importe qui, il pourra vous envoyer des Bitcoins dessus. C'est le même principe. Maintenant, dans un compte bancaire, une fois que l'argent est dans votre compte, comment vous faites pour le dépenser, pour l'envoyer à votre tour à quelqu'un d'autre? Vous allez demander à votre banque de le faire, soit via l'application mobile, soit avec votre carte bleue, soit en allant directement à l'agence. Mais dans tous les cas, c'est pas vous qui allez envoyer directement l'argent. Vous demandez à votre banque de le faire pour vous, parce que c'est la banque qui a accès à votre argent. C'est la banque qui a la clé de votre compte, c'est pas vous. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle peut vous bloquer à tout moment et refuser l'opération. Et justement, tout l'objectif de Bitcoin, c'était de supprimer cet intermédiaire, la banque. Avec Bitcoin, la clé du compte, c'est vous
vous-même qui l'avez. Quand vous ouvrez un compte Bitcoin, c'est-à-dire quand vous créez une adresse Bitcoin, donc votre numéro de compte, vous créez en même temps la clé du compte. C'est un genre de mot de passe, c'est ce qu'on appelle la clé privée et ça ressemble à ça. Et c'est ce mot de passe qui vous permet d'accéder directement au compte Bitcoin. Et personne ne peut vous empêcher d'utiliser vos Bitcoins tant que vous avez le mot de passe. Et souvent, la question qui revient, c'est « Oui, mais les Bitcoins, ils sont bien enregistrés quelque part. Il y a bien quelqu'un qui les stocke dans un ordinateur et donc qui les contrôle. » Ben justement, c'est là toute la particularité du système Bitcoin. C'est vrai que dans un compte bancaire classique, votre argent est enregistré dans les ordinateurs de la banque. La banque a un fichier, c'est une base de données, vous pouvez voir ça comme un cahier numérique avec tous les comptes écrits dedans et ça dit « Monsieur X a 1000 € dans son compte, Madame Y a 2000 €, etc. » Et ce cahier appartient à la banque, il est sur les ordinateurs de la banque et c'est la banque qui le gère. Dans le Bitcoin, ce cahier, il est public sur Internet et il est copié dans des milliers d'ordinateurs différents, dans le monde entier. Donc tout le monde peut le lire, mais évidemment, on ne peut pas le modifier comme ça. Il y a des règles pour le modifier. Et ce système, c'est ce qu'on appelle un réseau décentralisé, parce qu'il n'y a personne ni aucune autorité centrale qui contrôle ce réseau. Et donc dans ce cahier, on peut lire combien chaque numéro de compte possède de Bitcoin. C'est public et c'est en libre accès. Si on revient à notre comparaison avec un compte bancaire, il faut imaginer un compte Bitcoin comme un coffre, mais transparent. On peut voir ce qu'il y a dedans, mais on ne peut pas y toucher tant qu'on n'a pas la clé privée, le mot de passe. Par exemple, dans cette adresse, il y a actuellement 1300 bitcoins dedans, l'équivalent aujourd'hui de 130 millions de dollars. Si vous avez le mot de passe de cette adresse, vous avez accès à 130 millions de dollars. C'est aussi simple que ça. Et dans le cahier, il n'y a que l'adresse, évidemment, il n'y a pas de nom. On ne connaît pas la personne qui a derrière et qui possède ce mot de passe. Ça peut être un Chinois, un Australien, un Russe ou un Marocain. On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que cette personne a 1300 bitcoins actuellement. Et comme ce cahier est copié à l'identique partout dans le monde, sur des milliers d'ordinateurs, en fait, vos bitcoins sont disponibles partout. Il faut juste avoir le mot de passe avec vous. Et donc, dans le système Bitcoin, votre argent, c'est votre mot de passe et rien de plus. Tout votre argent est dans un mot de passe. Et c'est vrai que c'est un point qui est très perturbant et difficile à comprendre quand on est habitué au système bancaire classique. Mais ça a un gros avantage, vous le voyez tout de suite, c'est que le seul moyen de vous prendre votre argent, c'est de vous prendre votre mot de passe. C'est le seul moyen. Il n'y a pas de réquisition judiciaire sur les comptes Bitcoin. Ça n'existe pas. Aucun gouvernement, ni le FBI, ni qui que ce soit ne peut prendre vos Bitcoins tant qu'il n'a pas votre mot de passe. C'est tout simplement impossible. Vous pouvez aussi changer de pays et aller où vous voulez. Si votre mot de passe est avec vous, votre argent sera toujours avec vous. Il suffit juste d'avoir une connexion Internet pour l'utiliser. Alors que dans un compte bancaire classique, quand vous voulez transférer vos fonds dans un autre pays, c'est pas toujours simple. En fonction des pays, il y a des règles, des contrôles, des limites, etc. Avec Bitcoin, tous ces problèmes n'existent plus. Pareil pour ceux qui veulent léguer une grosse somme à leurs enfants, par exemple. Si vous avez l'équivalent d'1 million d'euros en Bitcoin, vous donnez juste votre mot de passe à votre enfant, vous lui avez donné 1 million d'euros. C'est aussi simple que ça. L'État n'a aucun moyen direct de prendre des droits de succession dessus. Donc c'est vrai qu'il y a énormément d'avantages, surtout en termes de liberté individuelle, c'est indiscutable. Mais il y a quand même des inconvénients. Et le principal, je pense que vous l'avez deviné, puisque tout votre argent, c'est votre mot de passe, si vous le perdez, vous perdez tout. Ça aussi c'est simple, malheureusement. Votre mot de passe, c'est la seule clé qui peut ouvrir votre coffre Bitcoin. Personne d'autre ne peut le faire à votre place. En cas de perte, vous ne pouvez pas contacter le service client Bitcoin pour demander un nouveau mot de passe. Ça n'existe pas. Quand une clé privée est perdue, les Bitcoins sont définitivement bloqués et perdus pour tout le monde. Et personne ne pourra plus jamais les récupérer. C'est comme si vous les aviez brûlés. Et des Bitcoins qui sont partis en fumée, il y en a un sacré paquet. On va en reparler un petit peu plus loin. Et c'est donc pareil si on vous vole votre mot de passe. Si quelqu'un arrive à le voir, il peut tout de suite vider votre compte, puisqu'il a la clé. Et ça arrive malheureusement parfois aux gens qui débutent dans les crypto-monnaies. La clé privée d'une adresse Bitcoin, on ne doit jamais la donner ou la montrer à personne, ni la copier-coller dans aucun site internet. C'est une règle absolument fondamentale dans le système des crypto-monnaies. Vous n'avez pas le droit à l'erreur parce que, encore une fois, cette clé, c'est votre argent. C'est pour cette raison que si vous débutez en Bitcoin, en général, c'est quand même mieux au début de laisser plutôt une plateforme garder vos Bitcoins à votre place. Des plateformes réputées comme Binance, il n'y a pas trop de soucis. Elle aura quand même beaucoup moins de chances de se faire voler qu'un débutant qui garde lui-même ses Bitcoins. Alors c'est bien joli tout ça, d'avoir un compte avec du Bitcoin. Mais la question importante, c'est à quoi ça sert ?
Pourquoi ça aurait de la valeur? Et c'est quelque chose de vraiment fondamental que malheureusement beaucoup de gens ne comprennent pas encore très bien, à savoir pourquoi une chose a de la valeur et pas une autre. On va regarder le cas de l'or, c'est très intéressant. Qu'est-ce qui fait au fond la valeur de l'or? Il suffit de regarder sur les marchés mondiaux pourquoi on achète de l'or. 41% de l'or dans le monde est acheté pour en faire des bijoux. 7% est utilisé dans l'industrie. On utilise l'or par exemple dans les composants électroniques. Et tout le reste est utilisé pour en faire quoi? Pas grand chose. C'est un placement. Soit en lingots dans les coffres-forts des banques et des gouvernements, soit en pièces d'or chez les particuliers, etc. Mais c'est simplement de l'investissement. Et en plus, l'essentiel du marché de la bijouterie, ce sont les pays asiatiques, comme l'Inde et la Chine. Et dans ces pays, on achète les bijoux surtout pour pouvoir les revendre un jour, en cas de problème. C'est profondément ancré dans la culture de ces pays. Et donc, au final, c'est aussi un placement en réalité. En fait, l'immense majorité de l'or dans le monde n'est pas acheté pour en faire quelque chose d'utile et de concret. Il est acheté simplement pour placer de l'argent. Il sert de réserve de valeur. On l'achète simplement parce qu'on peut le revendre un jour. C'est la raison essentielle. Mais dans ce cas, pourquoi l'or en particulier? Pourquoi pas autre chose? On croit souvent que c'est parce que c'est rare et que c'est un métal qui dure dans le temps, qui est inoxydable. Mais en fait, c'est pas la raison profonde. Le rhodium est un autre métal encore plus rare, qui dure tout aussi bien dans le temps, et qui est d'ailleurs plus cher. 1 kg d'or vaut actuellement 80 000 €, alors qu'un kilo de rhodium coûte 146 000 €. Pourtant, les banques ne stockent pas des lingots de rhodium, et c'est pas reconnu comme un investissement, comme une réserve de valeur. La quasi-totalité du rhodium qui est acheté aujourd'hui, c'est pour en faire quelque chose d'utile, essentiellement dans l'industrie. C'est parce qu'on l'utilise, parce qu'on en a besoin. Donc pour le rhodium, c'est son utilité réelle qui lui donne sa valeur. Mais pour l'or, c'est pas du tout la même chose. Sa valeur ne vient pas de son utilité. C'est un cas très particulier. L'or a de la valeur tout simplement parce que tout le monde considère qu'il a de la valeur. C'est aussi bête que ça. C'est un consensus dans la société. Alors, il y a des raisons historiques à ce consensus, évidemment. L'or est considéré comme réserve de valeur depuis des milliers d'années. Mais à l'époque, il y avait des raisons pratiques à l'utiliser comme monnaie d'échange. Il n'y avait pas vraiment d'autre choix. Mais aujourd'hui, ce n'est qu'une convention. C'est simplement un choix qui est resté dans les mentalités. Si un jour, la majorité des gens dans le monde ne veulent plus mettre leur argent dans l'or parce qu'ils ont trouvé un autre placement encore mieux, aussi surprenant que ça puisse paraître, la valeur de l'or va baisser dans ce cas-là. Elle pourrait même s'effondrer, parce que ce sont essentiellement les placements, les investissements qui lui donnent sa valeur et pas du tout son utilité réelle. Et cet autre investissement qui pourrait être mieux, de plus en plus de gens, notamment aux États-Unis et dans les pays asiatiques, font maintenant le pari que ce sera le Bitcoin. Et c'est un pari qui peut sembler fou au premier abord, c'est clair, mais quand on y regarde de plus près, c'est quelque chose qui devient maintenant tout à fait possible. C'est juste une question de consensus et de choix dans la société. Et il y a maintenant des groupes et des lobbies qui font justement tout pour que ça arrive, qui poussent au changement de mentalité. Et on va justement y revenir un peu plus loin. Mais dans le fond, ce n'est qu'une question de choix. Et c'est vrai que Bitcoin a toutes les caractéristiques pour être considéré un jour comme une réserve de valeur. C'est beaucoup plus simple à faire circuler que l'or. Vous pouvez envoyer des bitcoins à quelqu'un qui est à l'autre bout du monde en quelques minutes, ça pèse rien. En termes de liberté, c'est incomparable. Vous n'avez pas besoin d'avoir quelque chose sur vous, à part votre mot de passe. Le nombre de bitcoins est strictement limité. On va en reparler juste après. Personne ne peut créer comme ça des bitcoins à volonté, comme on crée de la monnaie. C'est pas possible. C'est aussi un marché très liquide maintenant. Si vous avez même 10 millions d'euros en bitcoin, vous pouvez les vendre en moins de 5 secondes sur les marchés. Il n'y a aucun problème. Ça se vend très vite. Le seul vrai problème aujourd'hui qui limite le rôle du bitcoin en tant que réserve de valeur, c'est sa volatilité. C'est-à-dire que les prix du Bitcoin changent beaucoup trop d'un jour à l'autre. Et même si depuis 15 ans, les changements sont surtout à la hausse, puisqu'on continue d'aller de record en record, pour la plupart des gens qui ont un patrimoine et surtout qui ont un certain âge, qui sont d'une plus ancienne génération, ça fait encore un peu peur. Et c'est tout à fait normal. Mais il faut bien comprendre que la volatilité, c'est essentiellement dû à la psychologie. C'est volatile parce que c'est encore nouveau. La confiance dans un actif, elle met beaucoup de temps à se construire. Quelqu'un qui met 10 ou 20 000 euros dans du Bitcoin, même s'il y croit, dans le fond, il sera pas totalement serein. Alors que quelqu'un qui met la même somme dans l'or, en général, il dormira beaucoup mieux. Et donc, à la moindre mauvaise nouvelle, cette personne risque de paniquer et de vendre beaucoup plus vite que cette personne. Ce qui peut créer facilement des paniques générales sur le marché. Et en sens inverse, à la moindre bonne nouvelle, cette personne risque d'acheter de manière euphorique. C'est ce qu'on appelle dans le jargon des crypto-monnaies le FOMO, la peur
peur de rater quelque chose, de rater le train. Mais encore une fois, cette volatilité, c'est parce que c'est nouveau. Si de plus en plus de gens commencent à faire confiance au Bitcoin en tant que vraie réserve de valeur, cette volatilité va forcément baisser et son prix va se stabiliser. Tout simplement parce que les investisseurs arrêteront de paniquer à la moindre mauvaise nouvelle. Alors, il y a une notion fondamentale de Bitcoin sur laquelle il faut revenir parce que ça lui donne tout son intérêt, c'est la notion de rareté. Regardez les euros. Ça, c'est la quantité de tous les euros en circulation. C'est ce qu'on appelle la masse monétaire. En gros, c'est tout l'argent qui est en circulation et qui a été créé par la Banque Centrale Européenne. Et c'est plus un secret pour personne, hein. Ça ne fait que grimper depuis les années 2000. Et que ce soit en Europe ou dans les autres continents, c'est pareil, hein. Les banques centrales créent de l'argent comme ça, à volonté, en fonction des besoins de leur pays. Il n'y a pas vraiment de limite claire. Concernant l'or, c'est vrai que là on est bien plus limité hein, puisque c'est un minerai qui est quand même assez rare. Mais on n'a pas de visibilité claire sur les limites. Hein. Ça dépend des découvertes de chaque année. Il y a à peine quelques semaines, la Chine a annoncé la découverte d'un des plus gros gisements d'or au monde. Avec Bitcoin, c'est très simple. Dès le départ, il a été créé avec une règle fondamentale. Le nombre de Bitcoin est limité à 21 millions. Il n'y aura jamais plus que 21 millions de Bitcoin. Et encore, hein, n'oubliez pas, quand on perd son mot de passe, sa clé privée, on perd les Bitcoins. Et c'est arrivé à plein de gens dans les premières années. Tout simplement parce qu'à l'époque, ça valait pas grand chose. Donc les gens ne faisaient pas attention. En 2012, un Bitcoin, ça ne coûtait que 5 $ environ. Si vous aviez une adresse avec un Bitcoin dedans, bah c'est assez facile hein, de pas faire attention et de l'oublier. Sauf qu'aujourd'hui, cette adresse, elle vaut 100 000 $. Inutile de vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui se sont tirés les cheveux. Il y a même des gens qui ont essayé de chercher leur vieux disque dur dans des décharges publiques. Forcément. D'après les dernières analyses sur le réseau, on estime qu'il y a déjà plus de 3 millions de bitcoins qui sont définitivement perdus. Plus de 3 millions de bitcoins qui sont dans des coffres dont plus personne n'a la clé. C'est-à-dire qu'en réalité, il y aura moins de 18 millions de bitcoins disponibles pour tout le monde. Alors 18 millions, ça peut paraître beaucoup. Hein. Et effectivement, dans un scénario où bitcoin n'est pas accepté et où personne n'en veut, sauf quelques petits groupes d'informaticiens fanatiques, bah c'est vrai que dans ce cas-là, 18 millions, c'est beaucoup. Mais c'est pas du tout le scénario qui est en train de se passer là. On se dirige plutôt vers l'inverse. Si Bitcoin commence à être adopté en masse par les sociétés et par les gouvernements comme étant une vraie valeur, 18 millions de Bitcoin, c'est rien du tout. C'est ridicule. Pour se rendre compte à quel point c'est ridicule, il suffit simplement de rappeler combien il y a de gens qui sont millionnaires dans le monde. Il y a un rapport de Crédit Suisse qui a fait cette estimation et on estime qu'il y a environ 60 millions de personnes dans le monde qui sont millionnaires, c'est-à-dire qui ont un patrimoine de plus de 1 million d'euros. Et il n'y aura que 18 millions de Bitcoin disponibles. Ce qui veut dire que même si tous les millionnaires du monde ne voulaient ne serait-ce qu'un seul Bitcoin, bah c'est pas possible. Il y en a même pas assez pour tous les millionnaires. Heureusement, on n'est pas obligé d'avoir un Bitcoin en entier. Hein. On peut avoir une fraction de Bitcoin, 0,5, 0,1, tout ce que vous voulez. Donc effectivement, ce nombre de Bitcoin limité, cette règle fondamentale, plus le fait que ce soit un système décentralisé et contrôlé par personne en particulier, ni par les gouvernements, ni par les entreprises, eh bien ça fait que de plus en plus de gens pensent que Bitcoin devrait être considéré et utilisé comme la vraie valeur de référence dans le monde. Au début, Bitcoin, c'était clairement une affaire de passionnés et d'informaticiens. Très peu de gens s'y intéressaient. Ensuite, ces dernières années, avec les médias, de plus en plus de gens ont commencé à s'y intéresser et à investir. Et dernièrement, on a atteint un nouveau cap avec les gouvernements. Et ça, il faut bien se rendre compte que ça risque de tout changer. Au cas où vous n'avez pas suivi les élections américaines, petit rappel. By heart, never sell your Bitcoin, right? This will serve in effect as the core of the Strategic National Bitcoin Stockpile. As you know, C'était en juillet dernier, et bien évidemment, depuis le jour même où Trump a été annoncé vainqueur, voilà ce qu'a fait le prix du Bitcoin. En fait, l'élection américaine a mis au grand jour un effet du système Bitcoin qui était à la base assez discret, mais qui est devenu extrêmement puissant, vous allez comprendre. Si vous découvrez Bitcoin et que vous décidez d'y investir, votre intérêt personnel ensuite, c'est quoi? Bah c'est que ça monte, c'est logique. Donc votre intérêt, c'est que la société et le gouvernement prennent des mesures pour que Bitcoin soit adopté et donc que votre investissement monte. Donc quand une personne entre dans le Bitcoin, elle devient automatiquement quelqu'un qui va défendre Bitcoin et toutes les mesures
mesures en faveur de la crypto-monnaie, puisque maintenant c'est dans son propre intérêt. Et plus il y a de gens qui entrent dans le Bitcoin, plus il y a des gens qui défendent le Bitcoin, qui en parlent autour d'eux, et ça incite de nouvelles personnes à y entrer aussi. Ces nouvelles personnes entrent dans le Bitcoin, et à leur tour ils vont supporter le système et ramener de nouvelles personnes, puisque maintenant c'est aussi leur intérêt. Et ça crée comme ça un phénomène qui s'auto-entretient et s'auto-accélère. Alors il y a aussi des gens qui sortent du système, évidemment, qui vendent leur Bitcoin, mais il suffit d'avoir simplement plus de gens qui entrent que de gens qui sortent, et vous avez comme ça une population de supporters de Bitcoin qui grossit et qui grossit au fur et à mesure du temps, jusqu'à atteindre une telle masse qu'ils vont commencer à influencer sérieusement la société et la politique du gouvernement. Et c'est clairement ce qui est en train de se passer. Si vous êtes contre Bitcoin, vous allez sûrement dire que c'est un phénomène pervers et un cercle vicieux. Si au contraire vous supportez Bitcoin, vous allez dire que bah tant mieux, hein, c'est excellent et que c'est un cercle vertueux. Chacun peut avoir son avis là-dessus, hein, naturellement. Mais il n'empêche que ce phénomène a pris une telle ampleur qu'aux États-Unis, Trump a clairement choisi de s'appuyer sur cet électorat. Et ça a très bien marché, hein, parce qu'aux États-Unis, il y a déjà plus de 43 millions d'Américains qui ont investi dans les crypto-monnaies. Et vous pouvez être sûr qu'à partir de maintenant, tous les hommes et femmes politiques qui vont publiquement annoncer leur soutien pour le Bitcoin vont gagner des électeurs. Donald Trump va constituer une réserve stratégique de Bitcoin pour les États-Unis et l'Union européenne. Que fait l'Union européenne ? Et à ce phénomène, il faut en ajouter un autre qui aura probablement encore plus d'impact. Cette population de gens qui supportent Bitcoin, elle grandit plus ou moins depuis le début, hein, depuis une quinzaine d'années. Mais là, ces dernières années, il y a quelque chose d'assez nouveau, c'est que des gens ou des groupes extrêmement influents sont entrés dans le Bitcoin. Des hommes politiques, des gestionnaires de fonds, des grands chefs d'entreprise. Et c'est évident que tous ces gens vont faire du lobbying pour Bitcoin. Il y a quelques années, Larry Fink, le patron de BlackRock, le plus grand fonds d'investissement américain, ne voulait même pas entendre parler du Bitcoin. Il était clairement contre. Il a changé d'avis. BlackRock est entré dans le Bitcoin et son PDG le considère maintenant comme une vraie valeur stratégique. Vous avez des chefs d'entreprise aux États-Unis qui ont tout misé sur Bitcoin, comme Michael Saylor qui détient avec son fonds d'investissement MicroStrategy plus de 28 milliards de dollars en Bitcoin. Le propre fils de Donald Trump, Eric Trump, est devenu l'un des plus grands défenseurs de Bitcoin. Il dit clairement et publiquement que selon lui, le Bitcoin va atteindre 1 million de dollars. Non seulement il le dit, mais vous imaginez bien qu'avec un papa qui est président de la première puissance économique au monde, il va pas se contenter de le dire. C'est évident qu'il va pousser pour que ça aille dans ce sens. Et on sait pas ce qui se prépare en coulisses. On le verra bien d'ici quelques temps. Mais il est clair que tous ces gens vont pousser et faire du lobbying pour que Bitcoin devienne la valeur de référence. Et donc on verra bien s'ils y arrivent ou pas. Comme vous l'avez vu, Trump a récemment annoncé que le gouvernement américain allait créer une réserve stratégique de Bitcoin. Aux États-Unis, la sénatrice Cynthia Lummis a même proposé une loi pour que le pays achète 1 million de Bitcoin. Ça représente 100 milliards de dollars au prix actuel. C'est 2 fois le budget annuel de la défense française. 2 fois. C'est énorme. Soit ces politiques américains sont des fous, soit ils ont une idée derrière la tête. À vous de choisir. Pourquoi faire une réserve de Bitcoin? Normalement, une réserve stratégique, ça sert à se préparer en cas d'urgence. Par exemple, les pays ont souvent des stocks stratégiques de pétrole ou d'or et ils gardent ces stocks pour les crises. Mais ici, avec le Bitcoin, c'est pas exactement la même chose. Ça pourrait aller beaucoup plus loin que ça et là, il faut revenir au contexte international de ces dernières années et notamment concernant la position du dollar américain. Vous en avez sûrement entendu parler, hein. Les pays des BRICS comme la Chine, l'Inde ou la Russie ne veulent plus de la position dominante du dollar. Et quelque part, ils n'ont pas tout à fait tort, hein, parce que c'est un système international qui est quand même assez injuste. Vous le savez, hein, tout le commerce international est fait en dollars. Mais le dollar, c'est aussi la monnaie nationale des États-Unis. Les Américains peuvent en imprimer autant qu'ils veulent, sans limite. Ça veut dire qu'ils peuvent créer des dollars comme ça, à partir de rien. C'est virtuel, hein, ils ont juste à appuyer sur un bouton d'ordinateur. Hein, et c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Et avec ces dollars, on peut ensuite acheter des matières premières africaines ou des produits chinois qui, eux, sont bien réels et qui nécessitent le travail d'un autre pays pour être produits. Tout le monde sait que c'est un système complètement injuste, y compris les Américains eux-mêmes. La monnaie nationale d'un pays, donc une monnaie que ce pays peut créer comme il veut, ne devrait jamais pouvoir acheter directement les produits d'un autre pays. C'est totalement injuste pour ce pays. Il faut qu'il y ait quelque chose entre les deux, qui sert de garantie de valeur, et qui justement ne peut pas être créé comme ça, ni par l'un, ni par l'autre. Et historiquement, c'était comme ça. C'était l'or. C'est ce qu'on appelait au début du XXe siècle l'étalon or. C'était l'or qui était la référence et qui fixait le prix de tout le reste. Depuis la Seconde Guerre
Guerre mondiale, c'est devenu le dollar. Mais si tous les pays avaient accepté à ce moment-là, c'est uniquement parce que les Américains avaient garanti que le dollar serait adossé à l'or. C'est-à-dire que si vous aviez des dollars, c'est comme si vous aviez de l'or. Puisque une once d'or, c'était égal à 35 $. Et c'était fixe. Le gouvernement américain avait garanti cette parité. Donc évidemment, les États-Unis ne pouvaient pas créer des dollars comme ils voulaient. Il fallait qu'ils trouvent de l'or en contrepartie pour créer des dollars. Mais cette garantie a sauté en 1971 avec le président Richard Nixon. Et depuis, c'est un peu open bar. Aujourd'hui, si vous voulez une once d'or, c'est plus 35 $, c'est 2600 $. On peut clairement dire que les Américains ont fait exploser la planche à billets, comme beaucoup d'autres pays d'ailleurs. Et pourtant, le dollar continue encore aujourd'hui d'être la monnaie du commerce international. Faut pas être sorti d'Harvard pour comprendre que ça donne évidemment un avantage énorme aux États-Unis. Un avantage qui est complètement injuste pour les autres pays. Et de plus en plus de pays, notamment les pays des BRICS, ne sont plus du tout d'accord avec ce système. La Chine, le Brésil, l'Inde, qui sont en train de monter en puissance économiquement, veulent absolument sortir de ça. Donc il semble assez probable qu'on finisse par sortir du dollar et retrouver quelque chose ici, entre les pays, une sorte de monnaie neutre qui va garantir la valeur. Ça pourrait être l'or, mais ça pourrait tout aussi bien être le Bitcoin. Et il est très probable que certains hommes politiques américains soient déjà en train d'anticiper la carte du Bitcoin. Parce que, imaginez un peu, une fois que les États-Unis ont bien rempli leurs réserves de Bitcoin avant tout le monde, qu'ils se sont bien remplis le ventre, qu'est-ce qui les empêcherait de dire par exemple un jour « Ah, vous voulez plus du dollar? Pas de souci. Maintenant on va vendre notre pétrole en Bitcoin. » Voilà. Et non seulement le pétrole, mais on va ajouter les produits agricoles et les technologies stratégiques comme les semi-conducteurs. Si vous voulez plus payer en dollars, très bien, maintenant il faut payer en Bitcoin. Et ce sont des produits dont plein d'autres pays ne peuvent pas se passer. Ça semble irréel, mais c'est un scénario qui est tout à fait possible et ça va dépendre des décisions que va annoncer Trump durant son mandat. En tout cas, il y a des lobbies aux États-Unis qui poussent dans ce sens. Si les Américains font ça, à votre avis, les autres pays du monde vont faire quoi ? C'est assez évident, La plupart des pays vont commencer à faire d'urgence des réserves de Bitcoin. Et de fait, Bitcoin sera imposé par les Américains comme la nouvelle monnaie internationale. Sauf que Bitcoin, c'est pas exactement comme l'or. Il y a une limite stricte au nombre de Bitcoin disponibles. Et il y a presque encore aucun pays aujourd'hui qui a fait des réserves officiellement, à quelques rares exceptions près comme le Salvador. En clair, si les États-Unis font ça, au moment même où ils vont l'annoncer, ce sera déjà trop tard pour tous les autres pays. Le prix du Bitcoin va directement exploser et les pays qui n'auront pas anticipé devront l'acheter à un prix qui n'aura plus rien à voir avec celui d'aujourd'hui. 100 000 $, ça paraît déjà beaucoup, mais si ce scénario se produit, ce sera probablement un prix d'une toute autre dimension. Donc tous les autres pays ne pourront avoir que des miettes par rapport aux États-Unis. Les Américains peuvent anticiper avant tout le monde, puisque ce sont eux qui ont l'initiative, parce qu'ils ont encore la puissance économique et l'influence pour changer le système international. Mais les autres pays ne peuvent pas anticiper comme ça. Et donc on risque de passer d'un système injuste où les Américains dominaient avec leur dollar à un autre système injuste où les Américains dominent avec le Bitcoin. Simplement parce qu'ils en ont stocké avant tout le monde tranquillement avant de l'imposer comme monnaie internationale. Et inutile de dire que dans ce cas-là, les Américains n'auront pas trop de mal à rembourser leurs dettes. They think it's good. Who knows, maybe we'll pay off our $35 trillion, hand them a little crypto check, right? We'll hand them a little Bitcoin. Qui sait, peut-être que nous paierons notre dette avec un chèque crypto, avec un peu de Bitcoin. Tout est une question de stratégie et de puissance. Et c'est un scénario qui est maintenant tout à fait possible si les Américains se résignent sur le fait que de toute façon, ils ne pourront plus garder le dollar comme monnaie internationale. Il y a des groupes très influents aux États-Unis qui poussent dans cette direction, y compris dans l'entourage proche de Donald Trump. Mais on va voir, parce qu'il y a d'autres lobbies, comme certaines banques américaines, qui sont pas vraiment d'accord, puisqu'elles veulent garder leurs avantages avec le dollar. Et comme d'habitude, ce sera le rapport de force qui déterminera qui va gagner. On ne sait pas encore exactement ce que Trump et le gouvernement américain préparent, mais ce qui est sûr, c'est que pour la première fois de l'histoire du Bitcoin, un gouvernement puissant, le plus puissant au monde, soutient officiellement cette technologie et prépare quelque chose dessus. Et on verra bien ce qui va se passer ces prochaines années. Ça va être passionnant à suivre. Si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je prépare d'autres vidéos sur ça, parce que c'est un sujet qui va être à mon avis très important les prochaines années. Je prépare aussi une autre vidéo sur les opportunités de cette technologie, des crypto-monnaies et de la blockchain pour l'Afrique